Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, 281e épisode du podcast dans lequel nous allons aborder une blessure bien connue des coureurs, à savoir la tendinopathie d'Achille. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau un de mes experts, Alexandre Germain, kinésithérapeute du sport, enseignant à la clinique du coureur et kiné de l'équipe de France de football. Tendinopathie, de quoi parle-t-on? Que se cache-t-il derrière cette blessure? Quels sont les mécanismes derrière ces douleurs situées au niveau du tendon d'Achille? Et surtout, comment les éviter et les soigner efficacement? Alexandre nous apporte des réponses claires et pratiques basées sur son expertise. Dans cet épisode, vous allez découvrir les erreurs courantes à éviter dès que les premiers signes de douleur apparaissent, mais également l'importance de gérer l'intensité au sein de vos séances pour protéger vos tendons. Alexandre nous donnera également des astuces sur le choix des chaussures, l'échauffement et la pratique du renforcement musculaire, et aussi comment réintroduire progressivement la course à pied pour retrouver un plaisir sans risque. Cet épisode est une véritable boîte à outils pour mieux comprendre votre corps et continuer à progresser sereinement. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de cet épisode enregistré avec un membre de la clinique du coureur et kiné des Bleus, la tendinopathie d'Achille, les conseils d'Alexandre Germain. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alexandre, je te retrouve à nouveau pour une petite capsule avec le regard du kiné aujourd'hui et nous allons traiter d'un sujet que bon nombre de coureurs également connaissent, à savoir des douleurs situées sur l'arrière du pied au niveau de ce tendon d'Achille. Alors différence entre tendinite, tendinopathie, je te laisse en dire deux mots et te représenter par la même occasion pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté nos précédents épisodes. Salut Seb, merci pour ton invitation. Écoute, Alexandre Germain, kiné du sport, enseignant à la clinique du coureur, accessoirement kiné en équipe de France depuis 10 ans de football et praticien sur Lyon où je reçois essentiellement des coureurs à pied. Donc ça tombe bien parce qu'on va parler d'un sujet qui est la tendinopathie d'Achille et chez le coureur à pied. Donc pour répondre à ta question Seb, différence entre tendinite, tendinopathie. Déjà, la première des choses, c'est que, avant toute chose, on parle de tendinopathie. Tendinopathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une blessure au niveau du tendon. Et dans ces tendinopathies, on va distinguer deux types de tendinopathie. Il va y avoir la tendinite, c'est-à-dire qu'une inflammation, une irritation du tendon en phase aiguë. J'ai trop couru le dimanche en ayant fait beaucoup plus de dénivelé que d'habitude. J'avais pas mal du tout au tendon, j'ai très très mal à l'issue de cette sortie. Je suis dans le cas d'une tendinite. Et ça peut passer très rapidement. C'est une irritation du tendon. On peut imaginer qu'il y a quelques fibres dans votre tendon qui ont cassé et que ces fibres cassées vont générer une inflammation qui est une réaction normale du corps et qui va amener à une cicatrisation, une bonne cicatrisation, sous réserve que je fasse ce qu'il faut les premiers jours qui suivent, à savoir décharger mon tendon, me reposer, ou du moins quand je dis me reposer le tendon, arrêter de le solliciter. Et puis, dans les tendinopathies, il y a une autre forme de tendinopathie qu'on appelle la tendinose. La tendinose, c'est quoi? Elle fait suite à des tendinites qui ont mal été gérées en aigu et qui ont fait que le tendon, suite à cette tendinite où il y a des fibres qui ont cassé, eh bien ces fibres cassées, en se régénérant, en cicatrisant, malheureusement, du fait d'avoir repris trop tôt, du fait d'avoir repris trop vite, du fait d'avoir mal managé son tendon, vont amener une mauvaise cicatrisation, d'où une fibrose, on pourrait appeler, au niveau du tendon, ou ce qu'on pourrait appeler des nodules. Et c'est ces nodules qui vont faire que le tendon, cette zone nodulaire ou cette zone fibrosée du tendon, cette zone mal cicatrisée, ne va plus transmettre de manière efficace les forces. Et le tendon, il est là pour transmettre les forces générées par le muscle, pour créer un mouvement. Et si ce tendon qui avait, imaginons 100 fibres,
qui transmettaient correctement les forces par le muscle. Si vous en avez une dizaine qui ont été lésées et une dizaine qui ont mal cicatrisé, bah, ces 10 fibres mal cicatrisées ne vont plus transmettre correctement les forces. Donc ça va fragiliser votre tendon. Et c'est cette fragilisation qui va amener à ce que si je le sollicite aussi fort qu'avant, eh bien de nouveau je risque de repasser par un épisode de tendinite qui va recasser d'autres fibres. Et que si je recommence encore ce cycle-là, eh bien je vais repasser dans une cicatrisation imparfaite qui va recréer encore un peu plus de zones cicatricielles fibrosées, nodulaires, et qui vont de nouveau encore plus fragiliser le tendon. Et je bascule dans une tendinose où mon tendon est encore plus affecté dans sa fonction, transmet encore de moins en moins de force. Donc quand je fais les sollicitations de base, je vais t'amener à pouvoir le solliciter de moins en moins, parce que si je fais plus, il risque de me faire mal encore plus tôt qu'avant. Donc c'est un cercle vicieux qui se met en place. Et donc on est confronté chez nos coureurs à des gens qui se font un premier épisode de tendinite, et souvent malheureusement ceux-là on les voit pas. Et ce qui fait que ils font un peu de repos, puis ils repartent, et malheureusement ils repartent trop fort, leur tendon est fragilisé, et puis c'est un cercle vicieux, puis là on va les revoir, ça fait déjà un an et demi, 2 ans qu'ils souffrent, et ils sont dans le cas de tendinose, et auquel cas il va falloir faire tout le travail de fond qui n'a pas été fait au départ, pour faire en sorte que le tendon redevienne fonctionnel, retransmettre les forces correctement. Savoir que la zone qui a mal cicatrisé, qui a mal, qui la nodulaire ou fibrosée, elle, on n'y changera quasiment rien. Elle est là et elle restera en l'état. Par contre, le fait de ressolliciter le tendon progressivement, le tendon lui-même va fabriquer du tendon, plus de tendon qu'il y en avait avant, donc il va s'épaissir un tout petit peu, pour faire en sorte qu'il puisse de nouveau retransmettre les forces correctement et de nouveau pouvoir solliciter celui-ci dans des courses qui étaient les mêmes qu'avant, voire même pouvoir faire plus. Donc un tendon avec un passé de tendinite, un tendon avec des douleurs un peu chroniques, en soi, c'est pas grave. Mais il faut juste arriver à adapter, doser le travail. Et toujours la même chose, c'est on va doser ce travail en fonction d'une chose essentielle, qui est la douleur. Et la douleur nous dit quand on en fait trop ou quand on n'en fait pas assez. Mais ça sera toujours de venir jouer avec cette limite douloureuse pour solliciter le tendon, pour que il puisse s'adapter, devenir plus fort, devenir plus résistant, devenir plus élastique, pour mieux transmettre les forces. Et voilà, donc un conseil, si vous avez un épisode douloureux qui intervient suite à du trop fort, hein, généralement c'est le typique, je cours plutôt sur terrain plat, je pars en montagne, et puis je vais courir le même volume de course, mais je vais le faire en dénivelé. Le dénivelé est plus sollicitant sur le tendon, il n'est pas habitué, il peut déclencher une tendinite, c'est pas grave. On se repose 1 ou 2 jours, on laisse le corps faire ce qu'il a à faire, à savoir la phase inflammatoire. Derrière, on reprend, doser progressivement pour ressolliciter le tendon de manière progressive et qu'il redevienne adapté, adaptable, et ça passe café crème. Par contre, si on ne repose pas, ou si on repose, mais que derrière on réapplique des charges trop importantes, le tendon étant fragilisé, il va de nouveau relâcher, et puis là, vous vous en sortez pas. Donc, petite précision aussi, attention aussi, parce que quand on parle de tendinopathie d'Achille, il faut bien distinguer 2 types de tendinopathie. Il y a la tendinopathie qui a lieu en plein corps du tendon, en plein milieu du tendon, là. Ça, c'est la tendinopathie ce qu'on appelle corporéale. C'est vraiment le tendon qui est dans sa fibre qui est touché. Et après, il y a une autre forme de tendinopathie d'Achille qui est la tendinopathie d'insertion. C'est-à-dire c'est à l'insertion entre le tendon et le talon et le calcanéum. Et ça, c'est des tendinopathies qui sont un peu plus compliquées à traiter parce que elles s'attachent sur l'os, c'est un peu plus long parce qu'il y a une zone un peu conflictuelle sur cette zone-là et sur lequel il faut faire attention. Et sur lequel ce type de tendinopathie peut être aussi en lien avec des chaussures, des coques talonnières un peu trop agressives, ou si vous avez une coque talonnière qui est un peu trop rigide, eh bien elle vient écraser votre tendon contre l'os, et c'est cet écrasement répété et trop important qui peut aussi être source ou du moins amplificatrice de douleur. Alors c'est un petit peu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que mes chaussures, je pense, elles étaient beaucoup trop rigides sur cette coque talonnière, et j'ai comme une zone de contrainte, ce que tu as appelé, sur cette insertion au niveau du calcanéum. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je prends des chaussures avec une coque talonnière beaucoup plus souple, ou est-ce que j'allonge un petit peu la taille de la chaussure pour avoir plus de place ? Déjà, est-ce que si moi j'ai un patient qui se présente avec une tendinopathie d'insertion, c'est déjà de savoir est-ce que déjà c'est la chaussure qui est responsable.
La chaussure peut être un amplificateur, mais est-ce que c'est elle qui est vraiment responsable? Si la personne, ça fait des années qu'elle court avec ce type de modèle et qu'elle la déclenche que maintenant, c'est sûrement pas la chaussure. La chaussure va entretenir. C'est peut-être qu'elle a fait plus de dénivelé que d'habitude. Et qui dit plus de dénivelé, dit plus de tension sur le tendon, mais dit aussi plus d'amplitude. Et c'est l'amplitude qui va venir générer un écrasement plus important du tendon contre l'os. Donc c'est sûrement ça qu'à l'origine de la tendinopathie d'insertion. Donc qu'est-ce qu'il faut déjà faire? C'est déjà enlever le mécanisme pourvoyeur de douleur et de voir si j'arrive à stopper l'hémorragie. Si je stoppe l'hémorragie, pas besoin de changer de chaussure, pas besoin d'intervenir sur cela. Si par contre on a un stade d'irritation effectivement où l'amplitude générée par la course en dénivelé a généré cette douleur et que la chaussure entretient et qu'au quotidien, ça vient appuyer dessus, ça vient entretenir la douleur, là, effectivement, il va falloir venir agir sur cette chaussure. Et moi, ce que je préconise généralement, c'est de venir déjà, dans un premier temps, casser cette coque talonnière. Et c'est souvent des gens qui vont te dire, c'est bizarre, quand je marche pieds nus ou avec des chaussons où il n'y a pas de renfort postérieur, je suis mieux et quand je remets mes chaussures, j'ai mal. Ça prouve que déjà, la chaussure, elle entretient. Donc, il va falloir agir dessus. Parce que si j'agis pas dessus, c'est comme si j'avais un hématome et je venais de taper dessus, quoi. Il va pas partir. Donc effectivement, soit on casse déjà dans un premier temps la coque talonnière. Moi, ce que je leur demande, c'est de venir marcher sur leur coque et de marcher un peu avec leurs chaussures en écrasant leur coque pour la casser. Et déjà de voir si ça soulage. Ça soulage, c'est bon, on a passé le cap. Si c'est pas suffisant, effectivement, il faudra peut-être envisager une chaussure avec la même trame générale, mais avec une spécificité sur la coque talonnière qui est beaucoup plus souple et par conséquent moins agressive. Comme je vous le disais, hein, je gère beaucoup de coureurs, mais je gère aussi beaucoup de footballeurs. Et j'en ai vu certains, moi, qui ont trouvé déjà la solution d'eux-mêmes. Ils sont venus creuser dans leurs chaussures. Ils sont venus créer une zone d'évitement eux-mêmes. Naturellement, les gens, vous savez, le corps est loin d'être bête, il va chercher des solutions lui-même. Et les gens, ils sont venus même créer, j'ai vu certains, ils ont fait un trou dans la chaussure sur la zone qui comprimait, et ils disent, ça va beaucoup mieux. Donc, ils ont trouvé la solution d'eux-mêmes. Est-ce que, Alexandre, on peut gérer, entre guillemets, cette tendinopathie avec la pose du pied le matin, toi qui servirais de curseur pour voir l'évolution de la douleur avant qu'on parle justement des potentiels exercices ou dans la prévention. La pose du pied le matin avec une blessure comme celle-ci, moi je trouve que ça donne aussi la température. Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça remonte en termes d'intensité et de douleur? Plus l'intensité va diminuer, la pose du pied le matin, je trouvais un bon indicateur. Est-ce que tu valides cela ou pas? Oui, je le valide. En bon indicateur, si tu veux, déjà, c'est la douleur, bien évidemment. Donc, on a 3 indicateurs importants dans le management d'une tendinopathie. La première, c'est la douleur pendant. Et quand on parle de douleur sur un tendon, il faut aussi être capable de la quantifier, cette douleur. Donc généralement, on utilise une échelle analogique de la douleur qui va de 0 à 10. C'est 0, je ressens rien du tout. Et 10, c'est la douleur insupportable sur le point de mourir. En gros. Et puis, il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6 là qui vient se greffer. Et généralement, par retour d'expérience et des patients, ils vont te dire que le 1, 2, 3, c'est pas vraiment la douleur, c'est plutôt de la gêne. Et que c'est le 3, généralement, c'est un peu le cap là, où là, c'est plus de la gêne, ça devient de la douleur. Donc, sur un tendon, après, on l'adapte bien évidemment en fonction de ses patients, mais on peut autoriser une gêne qui va à 0, 1, 2 pendant l'effort. Si ce 1, 2 se transforme en 3, ça implique que là, je bascule en douleur, ça implique que ce que je suis en train de faire, c'est trop, il faut que je m'arrête. Donc déjà, il y a le management pendant l'effort ou pendant l'exercice. Ça, c'est un point important. Parce qu'on sait que le tendon, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'il régénère, il faut qu'il cicatrise. Et pour qu'il régénère, qu'il cicatrise, il faut le stimuler. Mais le stimuler de combien? Si je le stimule pas assez, eh bien, il va pas s'adapter pour pouvoir prétendre à plus. Mais si je le stimule trop, eh bien, on va faire que entretenir et perpétuer l'irritation. Donc, la douleur, c'est un très bon curseur. C'est ce qui nous fait dire, c'est bon, là, je suis pile poil là, sur la bonne limite et je suis pile poil dans le bon dosage. Mais il faut pas la dépasser. Donc, il y a le pendant l'effort et puis il va y avoir l'après-effort, dans les heures qui vont suivre. Et dans les heures qui vont suivre, il va falloir que tu n'aies pas plus mal que ce que tu avais avant l'effort. Si pendant l'effort, tu as bien dosé, c'est bien passé, c'est une première étape, c'est une bonne première étape. Mais après, ce qui peut se passer, c'est qu'en refroidissant, les douleurs peuvent s'exacerber. Et si les douleurs sont un peu plus importantes qu'elles ne l'étaient
avant l'effort, ça implique que ce que tu as fait pendant, c'est légèrement trop. Il va falloir que tu baisses un tout petit peu, de telle sorte à ce que tu continues de ne pas avoir mal pendant, mais que tu fasses en sorte que tu n'aies pas plus mal après. Si tu as ça, c'est que déjà tu as bien managé ton exercice ou ta course à pied. Et là, tu es sur la bonne route. Et après, il y a le troisième indicateur qui est la fameuse raideur matinale. Cette raideur matinale, c'est un très bon indicateur, bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est important de demander aux sportifs, aux coureurs, combien de temps le matin ils ont de dérouillage matinal. Et effectivement, ce dérouillage matinal, il peut être amené à varier d'un matin à l'autre en fonction de ce que j'ai fait la veille. Et si j'en ai plus fait la veille, obligatoirement, il y a de bonnes raisons de penser que le lendemain, la raideur va durer un peu plus longtemps. Ce qui est important, cette raideur matinale, c'est pas quelque chose qui va obligatoirement évoluer ou régresser. Du moins, il ne faut pas attendre qu'il régresse pour commencer à stimuler. Moi, je l'explique toujours à mon patient, ça, ce troisième indicateur, c'est quelque chose qui risque de se stabiliser à un bon moment. Mais, à côté de ça, ça ne m'empêchera pas de solliciter. Et si je sollicite en dosant ma douleur pendant, en dosant ma douleur après, que j'ai pas plus mal après, que j'ai pas mal pendant, ça implique que du coup, je peux faire plus d'exercices. Et si je fais plus d'exercices, que j'ai toujours pas mal pendant, que j'ai pas plus mal après, et que le matin, ma raideur reste la même, je progresse. Je progresse pourquoi? Parce que j'en fais plus, et le matin, je suis pas plus raide. Ce qui implique que mon tendon, il encaisse plutôt bien les choses. Et ça, c'est important de le signifier aux patients, c'est-à-dire que ça va prendre du temps. Jusqu'à un moment donné, et on ne sait pas quand ça va se passer, il faut avoir l'humilité de le dire, je ne sais pas quand ça va se passer. Mais il faut positiver dans le sens, j'en fais plus, le matin, c'est pas plus raide. Et puis à un moment donné, je vais en faire plus, et puis là, il va commencer à y avoir une courbe qui va commencer à décroître au niveau des raideurs. Et là, au lieu de 10 minutes le matin, ça va passer à 9, tout en continuant d'en faire plus. Puis ça va passer à 8, puis ça va passer à 6, puis ça va passer à 5, jusqu'à temps d'arriver à ce que j'en fasse plus, sans avoir mal pendant, sans avoir mal après, et en étant plus raide le matin. Voilà. Mais la raideur, il faut être patient sur ce côté-là. Par contre, il est clair, il faut savoir la manager, parce que si un matin, je suis un peu plus raide, ça me fait dire que la veille, j'en ai un peu trop fait. Alors, tu vois, sur des épisodes qui vont être parfois plus inflammatoires sur cette zone au niveau du talon, j'ai l'impression que quand la séance est faite, je me sens mieux après. C'est-à-dire que après, il y a absolument aucune douleur, comme si les tissus avaient été lubrifiés et qui avaient eu ces forces de traction. Je dirais que c'est beaucoup mieux que le matin, par exemple. Ça, c'est un problème de viscoélasticité, ce qu'on appelle, hein. C'est vrai que la température améliore la viscoélasticité. Et quand on parle de raideur le matin, en fait, c'est un problème de viscoélasticité. Il y a une mise en route qui se fait. Et la mise en route fait que le tendon, il améliore sa viscoélasticité et je me sens mieux. Ce qui fait que quand je fais un effort, obligatoirement, la viscoélasticité s'améliorant, après l'effort, dans les heures qui suivent, les 2-3 heures qui suivent, je peux me sentir mieux, c'est clair. Mais quand je dis douleur post-effort, c'est 2-3 heures après effort. C'est-à-dire que quand le tendon commence à refroidir entre guillemets. C'est là qu'il faut juger la douleur. C'est pas post-effort immédiat, parce que post-effort immédiat, tu te sentiras toujours un peu mieux, t'es chaud. C'est bien. C'est 2-3 heures après, quand ça commence à refroidir, que c'est là que tu vas voir si effectivement ta séance elle a eu un impact positif ou négatif sur ton tendon. Donc oui, ça c'est un problème viscoélastique. Est-ce que tu prends des précautions dans l'échauffement pour les patients que tu accompagnes en leur disant attention, le tendon a besoin d'être justement échauffé. Est-ce que ça nécessite un protocole particulier pour la mise en condition avant une séance? Oui, alors déjà, quand on parle d'échauffement, il faut savoir qu'il n'y a pas un échauffement. Il y a des échauffements. Et que l'échauffement, il est fait pour préparer ta séance. Et qu'en fait, en fonction du contenu de ta séance, eh bien ton échauffement va en découler. C'est-à-dire que si je vais faire une séance d'intensité qui va mettre beaucoup de contraintes sur mon tendon, ça implique que mon échauffement il va être plus long, il va avoir pour objectif de tendre vers les intensités importantes. Donc obligatoirement, il va falloir que je commence par du footing léger, que je commence à faire des petites gammes pour me mettre en route, d'accélérer un peu progressivement mes allures pour pouvoir tendre vers ma séance spécifique. Si par contre je pars pour une séance d'endurance fondamentale sur le plat, on va dire que l'échauffement, il se fait dans la continuité de ma séance. Donc c'est là où il faut faire attention. L'échauffement, il faut s'échauffer, mais l'échauffement sera plus ou moins long en fonction du contenu de ma séance. Et plus mon contenu de séance va être dans l'intensité, plus mon échauffement va être long. Plus ma séance va être light, tranquille, moins mon échauffement sera long. Et au niveau de la prévention, au niveau des exercices que l'on va pouvoir donner à un coureur quand il est victime de ces tendinopathies,
qu'est-ce que l'on peut proposer pour ne pas que ça revienne? Est-ce qu'il y a un travail au niveau des mollets, au niveau de cette chaîne postérieure qui est beaucoup trop tendue? Comment on peut, sur un plan d'activité, d'exercice, proposer un protocole aux coureurs pour les remettre dans le droit chemin? Encore une fois, les gens ils vont se dire: «Mais, alors lui il est vraiment, très simple dans ce qu'il propose». Mais, pour moi la meilleure des préventions c'est déjà la bonne progression dans l'exposition de ton tendon, dans ces contraintes. Et encore une fois, pour un coureur à pied, les meilleures contraintes, ça reste la course à pied. Ce qui implique que le meilleur exercice pour un coureur à pied, ça reste la course à pied. Sous réserve qu'elle soit bien dosée. Et c'est pareil, il y a des facteurs amplificateurs pour le tendon d'Achille. On sait que ce sont des pathologies qu'on appelle d'intensité. Donc c'est l'intensité qui risque de générer plus de douleur. On sait que c'est des pathologies qui peuvent être aussi en lien avec l'amplitude, avec le dénivelé. Donc c'est sûr, la meilleure des préventions, c'est de pouvoir bien doser le programme d'entraînement à travers l'exposition à l'intensité, à travers l'exposition au dénivelé. C'est ça la meilleure des préventions. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faille pas faire des exercices. Mais attention, il ne faut pas reposer que sur l'exercice pour mieux pouvoir courir. Il faut, à la rigueur, combiner les deux. Et l'exercice peut être intéressant pour stimuler le tendon. Mais le tendon, quoi qu'il en soit, s'adaptera à l'exercice. Bon, il y aura un transfert dans la course à pied, mais quelle meilleure adaptation que la course à pied pour un tendon. Maintenant, il est clair que dans les tendinopathies chroniques, celles qui traînent depuis un petit moment, le constat qu'on peut faire dans certains cas, c'est que la douleur, en fait, elle a un effet plutôt inhibant au niveau musculaire, ce qui fait qu'on aurait tendance à penser que le muscle est moins bien sollicité, et donc du coup, avec le temps, a une légère tendance à perdre de la force et de la force endurance. Donc, et cette perte de force, cette perte de force endurance peut être un facteur qui va entretenir ces problèmes de tendinopathie. Donc oui, il y a un effet exercice, mais qui aura pour but de stimuler le tendon, mais peut-être aussi potentiellement de désinhiber ce muscle pour le réapprendre à mieux travailler et à récupérer une force qui était la sienne avant. Donc ça peut être un exercice qu'on pourrait assimiler à du renforcement pour regagner de la force, tout en stimulant le tendon. Et une chose est certaine, c'est que si vous faites des exercices, le tendon d'Achille, il a besoin d'être chargé. Il a besoin qu'on lui mette de la charge. Donc les exercices couramment prescrits, que sont la montée sur deux pieds, la descente sur un pied, ça c'est des exercices qui ont été prescrits il y a 40 ans maintenant. C'était une bonne base, c'est une très bonne chose, mais ce sont des exercices qui se font à poids du corps, donc qui ont leurs limites. Le tendon va progresser jusqu'à un certain stade, il va être adapté à ce type de sollicitation, mais la course à pied, il faut savoir qu'en fonction des allures, on peut monter à 8 fois le poids du corps en termes de contraintes. Donc ce qui vont vous dire qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment aller au bout des choses, et peut-être que certains vont se retrouver dans ce que je dis là, c'est-à-dire qu'ils ont fait des exercices, ils ont progressé jusqu'à un certain stade, et puis à un moment donné, ils sentent qu'ils passent plus le cap. Ils passent plus le cap parce qu'ils dosent pas assez bien leur course, primo, et puis deuxièmement, les exercices qu'ils font, ils sont pas assez sollicitants. Donc il faut mettre de la charge. Un mollet sur une presse à mollet, par exemple, c'est entre 1,6 2 fois le poids du corps. Tu pèses 80 kg, potentiellement, tu peux t'amener à pousser 150 à 160 kg. Qui le fait aujourd'hui? Peu de personnes. Et c'est ce qui fait que le tendon, il n'évolue pas là où il devrait évoluer, là où il devrait être ramené, et ce qui fait qu'il est plus en mesure de pouvoir répondre aux contraintes générées par la course à pied. Donc, si exercice, oui, c'est bien, mais ça sera mieux si vous y mettez de la contrainte, et de la contrainte qui est très, très, très importante. L'application du froid, du chaud, est-ce que ça a un intérêt de mettre de la glace ou un peu de chaleur sur un tendon dans ce cadre de tendinopathie? Scientifiquement parlant, l'un comme l'autre, on va dire qu'il y a pas d'avantage substantiel à le faire. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence scientifique qui nous font dire que le froid, c'est la modalité de traitement la plus efficiente. À l'inverse, elle n'est pas délétère non plus. Donc, moi, ce que je dis toujours aujourd'hui, c'est un adjuvant. N'oublie pas l'essentiel, n'oublie pas l'exercice, n'oublie pas le dosage par rapport à la douleur. Ça, c'est 99% de ton job. Et après, si tu veux rajouter des choses qui te soulagent, la crème magique, le tape de couleur rose qui va te soulager, qui va te faire du bien, c'est très bien. Si tu veux mettre de la glace, c'est très bien. Et si le patient y croit, je lui fais mettre. Si ça lui fait de l'effet, je le fais continuer. Mais s'il la met et qu'il te dit, ouais, au final, je vois pas de grosse différence, on arrête. Enfin, c'est pareil, c'est du bon sens. Mais c'est pas la première chose que je lui dire, il faut que tu glaces. C'est le plus important. Et je lui fais surtout pas croire ça. Fais-le si tu veux, et continue, ça te fait du bien. Mais par contre, et le chaud, c'est exactement la même chose.
Alors comment faire quand tu as des patients qui sont dans une douleur chronique, dans cette gêne permanente au niveau du tendon, pour leur redonner confiance et les accompagner vers une sortie de tunnel? Là, c'est un travail de psychologie. Oui. Bah, c'est de reprendre les bases de ce que je disais en introduction. C'est de lui expliquer pourquoi on est arrivé là. Moi, généralement, je fais un dessin du tendon, lui expliquer ce qui s'est passé au tout début. Il est passé obligatoirement par une phase de tendinite où il a cassé des fibres, qui potentiellement, s'il n'a pas fait ce qu'il faut, ont mal généré, que c'est pas grave, mais que le tendon, il a surtout pas besoin de repos, malheureusement, enfin du repos. Il a besoin d'un certain temps de repos quand on est vraiment en phase algique aiguë, mais qu'une fois cette phase-là, c'est pas le repos sportif qui va améliorer les choses. Et malheureusement, c'est ce qui est encore trop véhiculé de partout. Repose-toi X semaines, tu verras, ça ira mieux, tu reprendras et ça repartira. Et c'est ça ce qui fait qu'il bascule dans la chronicité. C'est que c'est sûr, quand tu te reposes, tu fais plus rien, bah ça va bien, hein, y a pas de problème. Mais comme tu stimules pas ton tendon il reste fragile, et le jour où tu reprends, tu recommences. Donc je les rassure dans le fait que la course à pied, c'est très bon pour eux. C'est une très bonne chose, il faut qu'ils y aillent, sous réserve de gérer en fonction de leur douleur, et je leur explique les intérêts de la gestion de la douleur. Et déjà, pour eux, c'est positif, parce que je dis, bah, finalement, je peux courir, c'est génial, sous réserve d'eux. Et à partir de là, bah, déjà, ils sont contents parce qu'ils peuvent repratiquer leur sport, et qu'ils savent qu'ils vont pouvoir potentiellement sortir du tunnel, parce que c'est en sollicitant qu'ils vont s'en sortir, mais en dosant progressivement. Donc, voilà les conseils que je peux leur donner. Ne surtout pas arrêter, repratiquer, mais bah, par contre, être conseillé par un professionnel pour justement apporter ces petits ajustements qui font toute la différence. Et ça, c'est pas facile tout seul de pouvoir les apporter, ces ajustements. Alors moi, j'ai vécu plusieurs reprises de courses, 1 minute, de marche, 1 minute, et d'augmenter semaine après semaine ce volume d'entraînement. Mais comme tu l'as dit, en gardant quand même une petite dose de course à pied, ce qui fait du bien à la tête, parce qu'on n'a pas totalement stoppé l'activité. Et derrière, on avance avec l'aide d'un praticien et de quelqu'un qui est formé et qui va pouvoir doser cette charge d'entraînement. Donc je pense que ça fait partie de tes recommandations également. Ah, clairement, clairement, mais attention à une chose, tu parlais d'alternance marche-course, donc ça, c'est des moyens qu'on peut utiliser pour reprendre la course à pied, mais par contre, attention de là où vous partez. Il y a des gens, s'ils sont capables de courir 20 minutes sans douleur, et qu'à partir de la 21e, ils ont mal, on va pas les faire commencer à 3 fois 1 minute de course. Parce que du coup, ce sera pas assez sollicitant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où il faut faire attention, dans le programme de la clinique du coureur, de pas obligatoirement faire débuter tout le monde à 3 fois 1 minute, alternance marche-course. Tu vas commencer bah, là où le tendon est capable de. Là où le tendon atteint sa limite, donc plus ou moins fort. Mais l'alternance marche-course, c'est intéressant parce que ça te permet de te concentrer aussi sur ton tendon, comment il réagit, de pouvoir bien doser les choses. Mais attention non plus à ne pas sous-solliciter. Et garde à l'esprit une chose simple, encore une fois, c'est à partir de quand je peux reprendre à courir, bah, un truc simple, t'as plus mal à la marche, bah, c'est que potentiellement tu peux envisager de courir. Maintenant, il y a courir et courir. Et dans courir, bah, il y a le temps de course, il y a la vitesse de course, il y a le type de terrain sur lequel je vais courir, sur du plat, sur du dénivelé, et c'est ça sur lequel il va falloir manager. J'ai plus mal à la marche, je peux courir. Mais je vais enlever les principaux facteurs exacerbants, amplitude, dénivelé, intensité. Et à partir de là, eh bien, je vais courir à faible vitesse sur un temps limité qui sera limité en fonction de quoi? De ma douleur. Et là, je trouve mon premier curseur et de là, je fais progresser de nouveau les choses. C'est vrai qu'on est souvent rappelé à ces allures, celles où on était en pleine forme, où on avait battu des chronos. Je pense qu'il faut être aussi conscient de ces possibilités à l'instant T et de ne pas vouloir viser des vitesses qui soient trop importantes par rapport à ce que le corps est capable d'encaisser. C'est ce qu'on a dit, de la progressivité et aussi de la conscience dans son état de forme global. Exactement. Et puis, il y a une chose qui est aussi importante parce que des fois, les gens vont te dire, bah, je comprends pas, j'ai fait exactement la même chose que la dernière fois. La dernière fois, j'ai pas eu mal et là, j'ai eu mal. Nous, ce qu'on est capable de gérer, de manager, c'est ce qu'on appelle la charge externe. C'est-à-dire que l'exercice qu'on applique sur le tendon. Mais après, il y a un phénomène aussi important, c'est ce qu'on appelle la charge interne. C'est comment je réagis à cette charge externe. Et ça, c'est les facteurs qui vont influencer sur cette charge interne, sur cette récupération à la charge que je vais appliquer sur mon corps. Bah, ça va être des facteurs comme l'alimentation, comme le sommeil, qui vont être des amplificateurs de récupération, ou à l'inverse, qui peuvent être des nuisibles à la récupération. Et donc, pour une même séance, suffit que j'ai déconné un peu au niveau alimentaire, que je me suis couché un peu plus tard que prévu, et bien le lendemain, j'aurai moins récupéré et potentiellement j'aurai des réactions. Donc c'est pas tant la séance en elle-même, c'est la séance
et aussi les facteurs environnementaux que sont l'alimentation, le sommeil, mais aussi toute la sphère biopsychosociale, le stress au boulot, le stress familial, toutes ces choses-là vont faire que ça peut moduler dans un sens, ça peut moduler dans l'autre. Donc faites attention aussi à ces éléments-là, de tenir compte, vous savez, il y a des gens, des moments donnés, on se lève le matin, waouh, putain, je suis en forme, super, génial. Ça, c'est des facteurs plutôt positifs qui te font dire que, ok, il y a du soleil, c'est beau, on va pouvoir y aller peut-être un peu plus que d'habitude. Puis les jours où je suis un peu moins bien, comme on en parlait tout à l'heure en off, je suis un peu moins bien, c'est là, il faut peut-être se dire, faut peut-être aujourd'hui que je dose un peu plus, que mon corps, il est peut-être un peu moins tolérant. Et c'est ce qui fait que, en apprenant à mieux se connaître, en apprenant à mieux gérer, eh bien, je vais te dire que la meilleure des préventions, elle passe là. Quand tu arrives à bien te connaître, tu sais ce dont tu as besoin et tu sais à l'instant T ce que tu peux faire ou ne pas faire. Et donc, du coup, tu es toujours avec la limite avec ton organisme, mais adapté au jour J. Et du coup, normalement, tu dois être censé ne pas basculer dans le trop et basculer dans la blessure. Mais ça, c'est peut-être la recherche d'une vie. Peut-être, mais apprendre à se connaître, ça me paraît un élément essentiel et bien faire prendre conscience aux patients sportifs qu'il n'y a pas que la course à pied qui influe sur la douleur, il y a tout ce qui se passe autour aussi. Eh bien, je crois qu'on a un bon topo de ce qu'il faut faire pour gérer la blessure et en particulier cette tendinopathie d'Achille. Merci Alex pour tes précieux conseils. On peut inviter les auditeurs à venir nous partager leurs expériences s'ils ont été victimes de ce type de blessure dans leur carrière de course à pied. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci à toi Seb en tout cas, et puis au plaisir d'échanger avec toi sur un prochain épisode. Merci Alex, et pour les auditeurs, on vous retrouve très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.